télésanté, en fait, c'est la prestation de services de santé par l'entremise de technologies numériques. Donc, on peut utiliser plusieurs types de technologies, mais la forme la plus commune, c'est quand on utilise la vidéoconférence pour, dans le cadre de rencontres entre des professionnels de la santé et des patients. Alors, on peut utiliser la télésanté dans tout plein de disciplines, mais pour ma part, je m'intéresse surtout à l'utilisation de la téléneuropsychologie. Alors, avant la pandémie de COVID-19, il y avait quelques initiatives d'utilisation de la télésanté. Avec la pandémie, plusieurs professionnels de la santé se sont vus un peu forcés de se retourner vers cette modalité-là. Puis quelques années plus tard, c'est important de se demander qu'est-ce qui doit être conservé, dans quel contexte clinique, quelles activités sont propices à utiliser la télésanté, puis avec quel type de patients aussi. Il y a plusieurs enjeux en lien avec la télésanté. Il y en a qui sont communs à toutes les disciplines. On a tendance à penser, à croire que la télésanté ou la vidéoconférence, ça augmente l'accès aux services. C'est pas nécessairement toujours vrai. Il y a certaines populations plus vulnérables, par exemple, qui peuvent avoir moins accès à des services à distance parce qu'ils ont peut-être moins accès à l'équipement nécessaire, par exemple. Il y a aussi d'autres enjeux en lien avec la confidentialité des données en ligne, en lien aussi avec la perte d'informations, le fait qu'il y a moins de contacts humains à distance qu'en personne, donc ça peut amener des conséquences négatives pour les professionnels de la santé puis pour les patients aussi. Et il y a certains enjeux qui sont vraiment plus spécifiques à la neuropsychologie, de par le fait qu'on utilise des tests standardisés. Donc, c'est plus difficile de contrôler un peu les conditions dans lesquelles sont utilisés les tests. Si les gens ont des distractions, si aussi, parfois des gens qui peuvent chercher sur Internet pour trouver certaines réponses dans l'administration des tests. Donc, ça fait que ça peut invalider un peu l'évaluation puis le processus. L'utilisation des technologies en santé, ça fait vraiment partie de mon programme de recherche. Alors, je m'intéresse à l'adoption puis à l'utilisation de ces technologies-là dans la pratique clinique. Puis mon intérêt, ça vient vraiment de ma formation clinique comme psychologue, comme neuropsychologue. Ça fait des années, des décennies qu'on entend parler des outils numériques puis de la nécessité de les intégrer dans notre pratique. Mais en fait, c'est pas si simple. Et puis, il faut se questionner parfois, est-ce que l'outil dernier cri est vraiment le meilleur pour remplacer les pratiques qu'on utilise depuis des années? Puis il y a aussi des barrières à l'implantation qui sont importantes d'évaluer puis d'essayer de faire tomber également. Dans mon équipe, on étudie la télésanté de différentes manières. Alors, on a commencé à s'intéresser à la télésanté au moment de la pandémie de COVID-19. On a fait un sondage auprès des neuropsychologues québécois qu'on a répété l'année suivante pour connaître un peu leur expérience et leur perception par rapport à l'utilisation de la télésanté. Et on a remarqué qu'ils ont identifié un manque d'outils. Il y a peu d'outils validés, normés, adaptés au contexte québécois qui sont utilisables en télésanté. Et il y a aussi certaines préoccupations par rapport à des populations cliniques pour lesquelles ce serait peut-être moins applicable. Donc, par exemple, les très jeunes enfants, les personnes âgées aussi, les personnes qui ont des troubles cognitifs trop importants, ou encore les gens qui ont des problèmes sensoriels, donc qui ont des problèmes au niveau de l'audition ou de la vision, qui fait en sorte que c'est plus difficile les services à distance. Puis, ce qui ressort vraiment en conclusion, c'est que la décision d'utiliser ou non de la télésanté, ça devrait se prendre de façon partagée avec chaque patient. On peut utiliser d'autres technologies pour outiller la pratique clinique en neuropsychologie. Par exemple, dans mon équipe, on s'intéresse aux appareils et aux applications mobiles. Alors, on a commencé de la même manière qu'on a fait pour la télésanté, c'est-à-dire on a fait un sondage auprès des neuropsychologues québécois et des futurs neuropsychologues en formation. Ce qui ressort, c'est que les gens sont ouverts, sont intéressés à utiliser les applications mobiles, ils voient beaucoup de potentiel, mais il y a certaines barrières. Par exemple, il y a un manque de temps à investir auprès des patients pour soutenir l'utilisation des applications mobiles, puis un manque de connaissances aussi sur quelles applications sont fiables, sont efficaces, sont pertinentes ou même sécuritaires. La psychologie peut apporter un éclairage unique à l'étude des technologies en santé de plusieurs manières, entre autres par l'étude des interactions et des aspects relationnels en lien avec les technologies numériques. Par exemple, il y a des travaux sur l'empathie, d'autres aspects émotionnels, sur l'alliance thérapeutique aussi qui sont très importantes à considérer. Il y a des similitudes et des différences avec les interactions en personne. Les étudiants et les étudiantes de mon équipe de recherche sont impliqués de diverses manières, idéalement du début à la fin du processus.
Par exemple, dans un projet sur la télésanté auprès des personnes âgées, un étudiant au doctorat en psychologie a été impliqué dans les rencontres d'équipe avec les personnes co-chercheuses et les partenaires, a été impliqué aussi dans la création des canevas d'animation des groupes de discussion. Il a aussi co-animé les groupes de discussion, a mené les analyses qualitatives et a participé aussi à la diffusion des résultats de diverses manières auprès de plusieurs auditoires scientifiques et aussi auprès des participants eux-mêmes pour avoir leur rétroaction.